Bonjour à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui la solution de l'examen de la session ordinaire de cette année universitaire pour les sections SM, SMP, SMC de la faculté des sciences du Jura. Alors nous avons un examen sur les suites numériques, plus précisément des suites récurrentes. Alors la première question, à l'aide des suites UN et VN que vous voyez ici définies par récurrence, on fabrique une suite WN égale VN moins UN, et on vous demande de montrer qu'elle est géométrique et calculer sa limite. Nous allons voir la solution tout de suite. Alors, voici l'expression de UN plus 1 en fonction des suites UN et VN, des termes précédents, UN et VN. Et même chose pour VN plus 1 en fonction de UN et VN. Alors maintenant, nous allons calculer WN plus 1. Donc, c'est VN plus 1 moins UN plus 1. Je remplace chaque terme par ces valeurs ici. Vous voyez, hein, tous sur le même dénominateur 5, ça donne, après calcul, 3/5 VN moins UN, c'est-à-dire 3/5 de WN. Donc, c'est bien une suite géométrique de raison Q égale 3 sur 5. Les suites géométriques, vous les avez bien étudiées, que ce soit au lycée ou bien cette année. Une suite géométrique, elle est, si on connaît sa raison, sa valeur, donc Wn est égal à W0 fois la raison à la puissance n. Donc ici, W0, 3 sur 5 puissance n. Et W0 se calcule grâce à la définition d'abord, puis V0 égale 3 et U0 égale 2. Donc on trouve 3 moins 2 égale à V0, c'est-à-dire 1 égale à V0. D'où la valeur exacte de la suite. Lorsque les gens donnent la solution, souvent ils oublient des questions. Dans la même question, il y a deux questions. Montrer que la suite est convergente et calculer la limite. Bon, alors ici, je ne suis pas en train simplement de donner la solution, mais aussi de vous parler des erreurs que font les gens. Au lieu de calculer, de donner la limite parce qu'on connaît la limite du suite géométrique, lorsque la raison ici est comprise entre moins 1 et 1, la limite c'est 0, alors on s'aventure dans de calculs décroissantes, etc. Comme si la convergence ne vient que par la monotonie, ce qui est faux. Il y a des suites qui convergent sans être ni croissantes ni décroissantes. Ici, il n'y a plus rien à dire de plus. Si vous calculez la suite, ce n'est pas demandé. Mais puisqu'on vous demande la limite et que vous savez qu'une suite géométrique converge vers 0 si la raison est comprise entre moins 1 et 1, alors ça y est, c'est fini. Donc ici, la limite, ce sera 1. Ensuite, lorsque vous donnez la valeur, vous allez déduire que Wn est strictement positif. C'est ce que vous allez utiliser dans la question suivante. Donc, cette écriture, elle n'est pas demandée dans la question, mais pour répondre, vous devez l'écrire. Si vous ne l'écrivez pas et vous dites Wn positif dans la question suivante, qui va vous croire? Il faut bien le trouver. Hein? Alors, Wn tend vers 0. Alors, quand les gens justifient que Wn tend vers 0, qu'est-ce qu'ils écrivent? Ils écrivent simplement 3/5 est inférieur à 1. Ce n'est pas suffisant. Alors vous allez dire, monsieur le correcteur, vous avez compris, 3/5 est positif. Mais il faut l'écrire pour bien faire comprendre à votre correcteur que vous connaissez bien votre sujet, votre leçon. Moins 4/5 est aussi, moins 2 est aussi inférieur à 1. Mais moins 2 à la puissance n ne tombe pas vers 0. Donc il faut, si vous voulez justifier, faites-le correctement. Voilà ce que je dis. Bon, alors pour la deuxième question, justement, nous allons utiliser la valeur Wn. Montrer que n est croissante et Vn est décroissante. Alors nous calculons Un plus 1 moins Un, comme on a appris de le faire, pour montrer la monotonie de la suite. Un plus 1 moins Un, voici l'expression du Un plus 1 moins N. Je réduis en même dénominateur en multipliant ici par 5 sur 5.
Et je trouve un cinquième de Vn moins Un, c'est-à-dire précisément un cinquième de W. Maintenant, j'ai le droit de dire que c'est supérieur à 0 parce que je l'ai déjà signalé ici. Hein? Je l'ai signalé ici. Et je l'ai justifié. Souvent, quand je corrige, je dis non justifié. C'est pas de... Et alors, ce qui est bizarre, c'est que certains trouvent Wn égale moins 3 sur 5 à la puissance n. Et puis, ils vous disent Wn est positif. Qu'est-ce que c'est que ça? Moins 3 sur 5 à la puissance n. Et la conclusion Wn est positive. Mais ça n'a pas de sens. Il faut être cohérent avec ce que vous écrivez. Bon, Wn est donc Un plus n moins Un est strictement positif. Donc la suite Un est croissante. Elle est strictement croissante même. Pour Vn plus n moins Vn, c'est la même chose. Hein? Voici Vn plus 1, vous réduisez au même dénominateur, mais vous trouvez un cinquième de Un moins Vn, c'est-à-dire moins un cinquième de Vn. Et pour la même raison, la raison que Vn est positif, cette quantité est négative, quel que soit n. Alors pour ce quel que soit n, là c'est une histoire, parce que presque personne n'écrit quel que soit n. Wn égale Wn, c'est comme si on travaille avec un seul n. L'écriture mathématique, elle est claire. Si on veut démontrer une propriété, il faut montrer qu'elle est vraie pour tout n, si ça commence par n égale 0. Donc, il ne faut pas oublier de l'écrire. Les mathématiques, c'est une science exacte. Il n'y a pas de droit à l'erreur. Alors, donc, n'oubliez pas de dire ce quelle que soit la puissance n pour justifier qu'elle est décroissante. Si c'est vrai pour une valeur de n, ce n'est pas suffisant pour dire qu'elle est décroissante. Alors, c'est vrai, quel que soit n, donc, Vn plus n moins Vn est négatif, et donc la suite est strictement décroissante. La question suivante, montrer que n et Vn sont convergentes et convergent vers la même limite. Alors ça, c'est classique. Lorsque de suite, leur différence tend vers 0, une est croissante et l'autre est décroissante, elles sont adjacentes. Et donc, elles convergent et convergent vers la même limite. Hein? Donc, la troisième question, la réponse est ainsi. La différence de Vn-Un tend vers 0. Un est une suite croissante. Alors, je signale que quand je mets entre parenthèses, ça veut dire la suite Un. C'est comme si c'était un ensemble de termes, la suite Un. Quand je ne mets pas de parenthèse, c'est le terme Un. Donc, la suite Un est croissante, la suite Vn est décroissante, et leur différence tend vers 0, la suite Vn moins Un. Donc, elles sont adjacentes. Je n'ai pas besoin de montrer plus. Le cours nous dit ça, vous l'écrivez. C'est d'ailleurs la réponse que le professeur du cours accepte, et qui c'est la réponse exacte. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a certains qui essayent, à l'aide de la relation de récurrence, de montrer, posons L égale la limite de Un, L' la limite de N, et L égale 4L plus L' sur 5 pour montrer que c'est la même limite. Mais voyons, si vous dites ça, c'est suffisant. Si une converge vers L, l'autre converge vers L aussi, parce que leur différence tend vers 0. Alors, ce qui est important, c'est de montrer qu'elles sont convergentes. Et pour cela, parce qu'elles sont adjacentes. Pas besoin de dire que UN est croissante, majorée par V0. Alors, le comble, c'est quand on dit que UN est croissante, majorée par U0. Croissante, UN croissante, majorée par le premier terme. Ça n'a pas de sens. Je l'ai vu plusieurs fois. Et Vn décroissante, minorée par V0. Ça n'a pas de sens. Voilà la réponse exacte. UN croissante, Vn décroissante, la différence Vn moins Un tend vers 0. Elles sont adjacentes, elles sont donc convergentes et convergent vers la même limite. Pour la dernière question de cet exercice, montrer que quelle que soit n, la suite Tn égale Un plus Vn est une suite constante, en déduire la limite de L. Voilà, donc on introduit cette suite pour arriver à calculer les limites. Cette limite commune de n et Vn, on va la calculer grâce à cette suite. Alors, allons-y pour la solution. Tn plus 1 est constante. Alors, Tn, quel que soit n, Tn plus 1 est égal, c'est quoi ça? Hein? C'est Un plus 1, plus Vn plus 1. Pourquoi j'écris ça? Parce que Tn est défini ainsi.
Regardez Tn. Tn, c'est Un plus Vn. Donc Tn plus 1 sera Un plus 1 plus Vn plus 1. Voilà. Donc, je remplace ici Un plus 1, ici Vn plus 1. J'ai le même dénominateur commun. Je trouve 5 Un plus 5 Vn sur 5. Je simplifie par le 5. Je trouve Un plus Vn qui est précisément Tn. Donc, quel que soit n, Tn plus 1 égale Tn. Et c'est bien une suite constante qui vaut donc son premier terme. Tn vaut le premier terme, U0 plus V0, 2 plus 3. Rappelez-vous, les premiers termes, U0 égale 2, V0 égale 3, donc égale à 5. Mais cette suite Tn, par définition, c'est Un plus Vn. Donc sa limite elle est constante, sa limite c'est son premier terme, 5. Égale la limite de Un plus Vn est égale limite de Un plus limite de Vn. Comme elles ont la même limite, donc est égale à 2L. 5 égale 2L. D'où 5 égale 5 demi. Voilà donc la réponse à cette question. Et on change de sujet maintenant, les fonctions et le théorème de Rolle. Bien, alors on se donne une fonction inconnue, f, de classe C2 sur AP, un intervalle de R avec A et B de réels. Je présume c'est A inférieur strictement à B, sinon ça n'a pas de grande importance. Donc A inférieur strictement à B. Et cette fonction inconnue vérifie cette hypothèse, ces hypothèses. F de A égale F de B égale F de A égale F' de B égale 0. Alors, on vous donne une fonction h définie par h de x égale f de x fois l'exponentielle de moins x3 sur 3. Montrez que h est de classe C2 sur AB. Calculez h' de x et calculez h seconde de x. Bon, alors je fais un commentaire. Quand on donne cette question, les gens, ils mettent l'accent juste sur le calcul, sans oublier que ici c'est des points qui partent. Parce qu'on ne répond pas à la première partie de la question. Montrez que h est de classe C2. Quelle est la réponse? Une petite phrase. F est de classe C2. L'exponentielle moins x3 sur 3 est de classe C infinie, parce que c'est la composée d'un monombre qui est de classe C infinie et l'exponentielle. Donc, qu'est-ce qu'il faut répondre? H est de classe C2 parce que c'est le produit de deux fonctions de classe C2. La fonction f de classe C2 par hypothèse est l'exponentielle moins x3 sur 3. Point. Voilà, déjà, au minimum, il y a un demi-point sur ça. Ensuite, le calcul. Alors, ce que font certains, c'est de calculer directement h', h' et dire qu'elle est de classe C2. C'est pas comme ça. Hein. Le calcul de ça va intervenir ici. Avant de répondre à la question, jetez un coup d'œil. Qu'est-ce qui se passe en bas? Qu'est-ce qu'on va avoir besoin de cette dérivée seconde? C'est pourquoi on vous demande de la calculer. On aura besoin aussi de la dérivée première. Dans la deuxième question, c'est pourquoi on demande de la calculer. Mais de classe C2, c'est juste une petite phrase. Voilà alors la réponse. La fonction h définie sur AP par ce produit, c'est juste pour le mettre en évidence, je le rappelle, et le produit de deux fonctions de classe C2. La fonction f, par hypothèse, elle est de classe C2, c'est-à-dire elle est dans l'énoncé, et la fonction x dans exponentielle moins x3 sur 3. Sans entrer dans les détails, quel est le composé de exponentielle et d'un monombre x3 sur 3, moins x3 sur 3. Donc elle est de classe C2 à cause de ça, produit de deux fonctions de classe C2. Et dans cet exercice, on n'a pas besoin vraiment de classe C2, on a besoin simplement qu'elle soit deux fois dérivable. Ça, c'est juste une remarque. Si l'énoncé nous donne un peu plus, c'est pas grave. Bon, le calcul des dérivés. Alors ça, pour le calcul des dérivés, là, je suis vraiment étonné qu'il y a encore des gens à la faculté qui ne savent pas dériver une fonction composée. Fonction composée, c'est exponentielle moins x3 sur 3. Bon, voilà sa dérivée. Donc, la dérivée de cette fonction, la dérivée de f fois l'exponentielle moins x3, plus f fois la dérivée de exponentielle moins x3 sur 3. Il faut dériver ceci. Moins x3 sur 3 se dérive en moins 3 x2 sur 3. Donc, c'est moins x2. Alors, quand je vois dans les calculs moins x2 sur 3, le 3 ne s'est pas simplifié. Pour quelle raison? Là, je ne sais pas. Donc, ça, c'est la dérivée d'un produit. Voilà ce que ça donne. Ensuite, la dérivée seconde.
la dérivée seconde. Voilà, quand vous avez ça, factorisez, vous simplifiez la vie. Si vous factorisez parce que vous avez à dériver un produit, ceci se dérive facilement. Et ça, et bien sûr, il faut savoir dériver la composée de deux fonctions, qui est exponentielle et la fonction qui à x fait correspondre, moins x3 sur 3. Alors voilà sa dérivée, que multiplie le facteur ici, plus exponentielle moins x3 sur 3, fois la dérivée de ce facteur. J'ai dit sa dérivée est très facile parce que c'est f seconde de x, et la dérivée de x de f de x, c'est la dérivée d'un produit. Donc 2x f de x moins x2 f' de x. On ramasse tout ça en facteur de exponentielle moins x3 sur 3, et voilà ce qu'on trouve. Quand on fait un calcul et on donne la réponse éparpillée, ça fait beaucoup de choses, hein, et beaucoup de choses à regarder, simplifier la vie. Hein. Vous aurez plus simple à trouver l'égalité qu'on vous demande ici, parce que vous aurez à le faire. Alors faites-le immédiatement. Voilà, donc il faut, si je peux m'exprimer ainsi, ramasser tout ça en un facteur que multiplie l'autre facteur exponentiel moins x3 sur 3. Bon, ça c'est pour la première question, le calcul des dérivées, qu'elles soient de classe C2. Calculer h' de A, h' de B. Ici, c'est un point qui dépend de la première question. Vous avez calculé h', remplacé x par A. Vous trouvez ça. Pourquoi c'est 0? Parce que f' de A et f de A sont nuls par hypothèse. L'expression, elle est là pour tout x. Vous la remplacez aussi pour B. Pourquoi c'est nul? Parce que f' de B égale f de B égale 0 par hypothèse. Je ne l'ai pas écrit ici, mais c'était évident. Moi aussi, je l'ai écrit. Voilà. Par hypothèse, on a ceci, ce qui donne ces relations. Alors, parfois, par malheur, la dérivée première, déjà, elle est fausse. Et on dit exponentiellement moins à 3 sur 3 f' de A. C'est tout, c'est ça la dérivée. Alors, c'est 0. Alors, on peut se poser la question, pourquoi on nous a donné f' de A et f' de B? Ça sert à quoi si on ne les écrit pas? Bon, la dernière question. On déduire cette relation. Très bien. Alors maintenant, en fait, on prépare le terrain. Ils sont égaux à 0. Au théorème de Rolle, parce qu'il est demandé ici. À quelle fonction on va l'appliquer? H' de A égale H' de B. Donc, on va l'appliquer à la fonction H'. Alors, pourquoi, dans la réponse, les gens disent H est dérivable et continu? C'est juste pour H. Pourquoi on va jusqu'à de classe C2? De classe C2 parce qu'on va l'appliquer à H'. H'. Alors, la fonction H est de classe C2. Donc, H' est de classe C1. En particulier, qu'est-ce que ça veut dire de classe C1? Qu'elle est dérivable. Et la dérivabilité implique la continuité sur AP. C'est vrai que de classe C2, c'est un peu plus fort. Je vous ai dit, deux fois dérivable et ça suffit. Mais, parce qu'elle est de classe C2, on a les hypothèses de dérivabilité sur l'intervalle AB, fermé même, d'après l'énoncé. Mais on a besoin, pour Rolle, simplement, sur l'intervalle ouvert. Donc, on l'écrit sur l'intervalle ouvert. Donc, je répète, parce que H est de classe C2, elle vérifie cette hypothèse qui nous sert au théorème de Rolle. H' continu est dérivable sur AB. Et d'après la question que vous voyez toujours ici, l'égalité des valeurs de H' au point A et B. Donc, d'après, parce qu'on vous demande de montrer qu'il existe, c'est tel que quelque chose qui engage la dérivée seconde, ça veut dire que vous devez appliquer Rolle à la dérivée première et non pas à H elle-même. Alors, d'après le théorème de Rolle, appliquer H', j'insiste ici, appliquer H', il existe C appartenant à AB ouvert tel que H seconde de C égale 0. Alors, vous remplacez dans cette expression qu'on a trouvée, x par C, vous trouvez ceci égale 0. Ensuite, l'exponentielle étant un nombre strictement positif, vous simplifiez, vous l'effacez ceci. Qu'est-ce que vous effacez ça? Donc, vous trouvez quoi? Vous trouvez ceci égale 0. Faites passer cette quantité de l'autre côté et vous trouvez la relation demandée. Voilà, je répète, f seconde égale 0, c'est ça. Simplifions par ce terme-là, parce qu'on a ici 0, il se simplifie également.
et on trouve cette quantité égale 0, on fait passer ce qui est souligné de l'autre côté et on a l'égalité. Demandez, voilà, l'exercice est terminé. Alors maintenant, on va passer à l'exercice numéro 3. Alors, cet exercice numéro 3, donc il commence ici, évidemment. En appliquant le théorème des accroissements finis, montrez les inégalités suivantes. Bon, on a déjà rencontré une inégalité comme ça, et ça n'a rien à voir avec le théorème des accroissements finis. C'est la deuxième question indépendante de la première. Le théorème des accroissements finis, sans vous dire pour quelle fonction, mais vous devinez ici, puisque si vous réduisez au même dénominateur, ça devient log de x plus 1 sur x. C'est ce qui veut dire log de x plus 1 moins log de x. Alors, on a la différence entre deux valeurs de la même fonction, log. Alors, on applique le théorème des accroissements finis à la fonction log sur l'intervalle x plus 1. Je répète, log de 1 plus x est égal log de x plus 1 sur x est égal log de x plus 1 moins log de x. Donc, j'applique le théorème des accroissements finis à la fonction log pour un x quelconque strictement positif. La fonction log est continue sur l'intervalle x plus 1 et dérivable sur l'intervalle x plus 1 ouvert. D'après le théorème des accroissements finis, il existe un c tel que l'on est ceci. La différence est égale à la différence entre x plus 1 et x. Je l'écris pour bien voir ça. La dérivée fois la dérivée au point C. Donc x plus 1 moins x, c'est 1, fois la dérivée 1 sur C, donc est égal à 1 sur. Donc cette expression est égale à 1 sur C pour un C compris entre x et x plus 1. Maintenant, on a déjà fait des exercices comme ça. La deuxième étape consiste à encadrer cette fonction. Puisque C est compris entre x et x plus 1, je mets en évidence que x est positif pour bien justifier l'inversion de chaque terme. Donc 1 sur x plus 1 est inférieur à 1 sur c inférieur à 1 sur x. Eh bien, il ne reste plus qu'à ce 1 sur c qui vaut log de x plus 1 moins 1 sur x. On va prendre ça et on le met à la place de 1 sur c pour avoir l'inégalité, la double inégalité. Vrai pour un x quelconque. Donc, c'est vrai pour tout x, cette inégalité. Théorème des accroissements finis que nous avons utilisé ici. Deuxième question, toujours dans le même registre, c'est-à-dire théorème des accroissements finis pour la fonction arg sh. Alors, arg sh pour un x strictement positif. On nous demande de montrer cette inégalité. Inégalité. Pour tout x strictement positif. Alors, on va travailler pour x strictement positif. Pour montrer l'inégalité stricte. Pour x égale 0, c'est vrai. Mais il y a égalité. X, ici, c'est 0. Argument de SH de 0 égale 0, parce que SH de 0 égale 0. Rappelez-vous, SH est une fonction impaire, hein, et elle vaut 0 en 0. Et ici, 0. Donc, l'égalité est assurée pour 0. Donc, nous allons considérer un x strictement positif. La fonction arg SH est définie, donc continue sur 0x. Elle est définie sur R même, donc elle est définie ici, continue dérivable. D'après le théorème des accroissements finis, il existe un C compris entre 0 et x strictement, tel que argument SH de x moins argument SH de 0 égale x moins 0 fois la dérivée de arg SH hein, au point C. Je rappelle que arg SH, c'est la fonction réciproque de la fonction SH définie sur R. Et puisque la dérivée de arg SH en un point C, c'est 1 sur racine de 1 plus C2, il faut bien apprendre quelques formules. Il n'y a rien à faire, il faut apprendre 1 sur racine. Je ne vais pas vous demander à l'examen d'aller chercher comment on la retrouve. Il faut apprendre, parce que ça peut prendre du temps. Et x moins 0, c'est x. Voilà cette valeur. Alors, nous allons encadrer ça. D'abord, la dérivée en C, on va l'encadrer.
Alors, puisque C est compris entre 0 et x, si j'élève au carré, ici, tout est positif. Donc, ce sera 0 inférieur à C2 inférieur à x2. Et j'ajoute 1. Donc, 1 inférieur à C2 plus 1, strictement, inférieur à x2 plus 1, strictement. Je fais la racine qui est croissante. Donc, je vais avoir le même ordre dans la croissance. Et maintenant, j'inverse. Alors maintenant, ça va s'inverser. Donc, 1 sur racine x2 plus 1 plus petit que la dérivée, cette dérivée. 1 sur racine de c2 plus 1 plus petit que l'inverse de 1 égale à 1. Et je multiplie par x. Les gens multiplient par x sans dire parce que c'est positif. L'inégalité reste dans le même sens. Parce que si x est négatif, le résultat serait le contraire. Et maintenant, il n'y a plus qu'à remplacer cette expression par ce qui lui est égal. C'est-à-dire argument x moins 0, puisque SH de 0, c'est 0. Donc voilà, on remplace ça par argument SH et on a terminé l'inégalité. La double inégalité. Question numéro 3. Alors, je ne vais pas insister sur cette question beaucoup parce qu'on l'a faite dans l'examen de rattrapage de l'année dernière. Elle est corrigée sur une vidéo. Donc, l'examen de rattrapage d'analyse de l'année précédente. La même question. La même question. Si vous avez suivi les solutions des vidéos précédentes, vous aurez vu ceci. Alors, évidemment, alors la réponse, on l'a déjà faite. Bon, je vais être plus bref. Donc, la technique, c'est quoi? Montrer qu'une fonction est constante égale à une valeur. On dérive. On dérive. Alors, ici, dans la dérivation, regardez. Toujours le problème qu'ont les gens avec les dérivées de fonctions composées. Alors, la dérivée de arc tangente, voilà, c'est clair, pas de doute. Mais là, c'est arc tangente d'une fonction. Si je peux l'appeler g de t. Alors, pour dériver ça, c'est g' de x. La dérivée du tout, c'est g' de x que multiplie la dérivée de arc tangente au point g de t, g de x. Donc, ici, vous devez faire ce g de x au carré plus 1. 1 sur cette expression que multiplier la dérivée de ce que on peut l'appeler g de x. Donc, la dérivée de ça, c'est ceci. 2x sur 2 racines de 1 plus x2, les deux simplifient, donc on a ça, et moins 1, la dérivée de x. Alors maintenant, il faut faire les choses correctement, calculer ceci. Cette racine, réduire au même dénominateur, et la mettre en bas, elle aussi. Ici, vous ouvrez cette racine par l'identité remarquable, vous factorisez, alors voilà ce qu'on trouve, vous factorisez racine de 1 plus x2, qui se multiplie par cette racine, et donc il donne 1 plus x2, et après factorisation, il vous reste ça, qui, avec ceci, c'est la même chose, mais de façon opposée, donc ça donne moins 1, le 2 sur 2 se simplifie, donc on trouve 1 sur 1 plus x2, moins la même chose, c'est 0. Et puisque cette fonction est dérivable sur R, qui est un intervalle, j'insiste, qu'est-ce qu'on va utiliser? Le résultat qui nous dit que si une fonction admet une dérivée nulle, si elle est dérivable et elle admet une dérivée nulle sur un intervalle, alors elle est constante sur cet intervalle. Et elle vaut la même constante sur l'intervalle. R est un intervalle. C'est moins l'infini plus l'infini. F' de x nulle sur R, donc elle est constante. Elle est égale à la valeur d'un point, la valeur de f en un point de R. Je choisis le plus simple, 0. Alors la valeur en 0, c'est arc tangente de 0, plus 2 arc tangente, racine de 1 plus 0 moins 0, c'est 2 arc tangente de 1. Arc tangente de 1 égale pi sur 4, 2 fois pi sur 4 égale pi sur 2. Voilà donc le résultat pour cette question. Exercice numéro 3. Alors là, les développements limités. Donner les développements limités de certaines fonctions. Et voici. Bon, alors commençons par donner la solution. L'exponentielle, ça, il faut se rappeler de ces formules-là. Ou bien, alors les gens
ne se rappellent pas à ce que... Alors, qu'est-ce qu'ils utilisent? La formule qui dit f de x égale f de 0 plus x f' de 0 plus x2 f seconde de 0 sur 2 factoriel plus x3 f dérivé troisième de x3 dérivé troisième au point 0 sur 3 factoriel, etc. Donc, dans les calculs, ex, c'est facile pour la fonction parce que toutes les dérivées sont égales à ex. Mais pour une fonction compliquée, ça peut poser des problèmes. Donc, il vaut mieux retenir les développements unités des fonctions usuelles. Alors, ça qui est demandé. Et là, on le donne parce qu'on va l'utiliser. Alors, pour trouver ça, exponentiellement x, il suffit de remplacer x par moins x. Voilà. Vous voyez que les dérivés impairs, il y a toujours un moins devant ces dérivés. Et pour les dérivés pairs, il n'y a aucun problème parce que x2 et moins x2, par exemple, c'est la même chose. Pour le développement de ch de x, on va faire la somme de ces deux développements et on divise par 2. Grâce à la définition de ch de x qui est exponentielle de x plus exponentielle moins x sur 2. Donc on fait la somme, vous voyez que les puissances impaires s'éliminent et les autres, les puissances paires, s'additionnent et on divise par 2, voilà ce qu'on trouve. Pour sh de x, qui est la différence entre ex et e moins x, donc on fait la différence et donc les puissances paires s'éliminent et il reste les puissances paires avec un signe plus. Voilà, vous voyez, puissances paires, on les ajoute, puis, on fait la différence et on divise par 2, donc on trouve les puissances impaires seulement. Donc x plus x3 sur 6 plus x3 epsilon de x. Alors notez que dans ch de x, vous devez donner le reste avec x3 epsilon de x. Et non pas x2. Parce qu'on vous demande un développement à l'ordre 3. Si vous donnez x2 epsilon de x, même si n'apparaît ici que la puissance 2. En fait, ici, il y a 0x3. Vous ne le voyez pas, mais il est là, 0x3. Donc, plus x3 epsilon de x. Sinon, vous aurez donné un développement à l'ordre 2. Alors, pour 1 sur 1 plus x, je le donne à l'ordre 2 parce que je vais prendre la primitive pour avoir celui de log de 1 plus x, étant donné que log de 1 plus x se dérive en 1 sur 1 plus x. Donc, à l'ordre 2, le voici, ce développement, on l'a déjà étudié plusieurs fois, plusieurs vidéos, donc voilà le développement. On intègre ce primitif donc en x, et puis moins x, la primitive c'est moins x2 sur 2, etc. Et la constante d'intégration qui est la valeur de cette fonction 0, elle est nulle parce que log de 1 plus 0, c'est log de 1, c'est 0. Voilà donc le développement, et le reste, c'est un reste à l'ordre 3 qu'il faut mettre. Alors maintenant, je vais développer ch de x à la puissance sh de x, parce que c'est bien ça. Non. Alors, qu'est-ce qui est demandé dans la deuxième question? Exactement, voilà, le développement de cette fonction ch de x puissance sh de x. Donc, on va le faire ici. Alors, d'abord, cette expression, sa définition, c'est l'exponentielle, je l'écris comme ça, de l'exposant sh de x que multiplie log de ch de x. Alors maintenant, je vais utiliser les développements précédents. sh de x, son développement, c'est ça. Je l'écris ici. Log appliqué au développement de ch que nous avons trouvé. Alors, 3. Maintenant, nous allons faire le développement de log de cette expression tout simplement en prenant ceci, ce x2 sur 2, qui va jouer le rôle de x dans le développement, dans ce développement. On va remplacer juste x2 sur 2 à la place de x ici. Et quand il y a une puissance qui dépasse 3, on va la mettre dans le reste. Donc, alors log de 1 plus x, il commence par x, donc ça va commencer par x2 sur 2. Et le prochain, c'est moins le carré de ceci sur 2. Et le carré, déjà, c'est la puissance 4. Donc, ça y est, je termine là. Ce carré qui donne une x puissance 4, je vais le mettre dans le reste. La puissance 3 également donne un x6, je vais le mettre dans le reste. Voilà ce que je retiens de ce développement. Et le reste, vous le mettez à l'ordre 3. Étant donné que c'est une fonction ici, log de 1 plus x2, il n'y aura que des puissances
paire, évidemment. Alors maintenant, je fais la multiplication et je ne retiens que les puissances inférieures ou égales à 3. Alors, x multiplié par x2 sur 2, ça donne ce premier terme, x3 sur 2. x3 sur 6 fois x2 sur 2, ça donne un x5 sur 12, et je le mets dans le reste. Voilà donc ce que je retiens. Maintenant, l'exponentielle d'une, si vous voulez, ceci c'est t. Alors, je vais juste prendre ceci comme t et le remplacer à la place de x dans le développement que nous avons vu dans la question précédente. Donc, ce sera 1 plus t. T2 sur 2 va donner un x6. T2 sur 2. Si j'appelle ceci t. Donc, on va donner un x6. Alors, je mets dans le reste. Je m'arrête donc là. Voilà le développement de cette fonction. 1 plus x3 sur 2 plus x3 à la puissance, plus x3 epsilon de x. Dernière question, trouver cette limite. Je remplace le développement de cette fonction. Je le mets ici. Moins 1. Donc le 1 va s'éliminer avec le moins 1. Je simplifie par x3. Il va me rester 1 demi plus epsilon de x. Puisque epsilon de x, c'est une fonction qui tend vers 0. Donc la limite, c'est 1 demi. Voilà donc, c'est tout pour la correction de cet examen de la session ordinaire d'analyse. J'attends de recevoir l'énoncé d'algèbre si le prof du cours qui a posé l'examen me l'envoie. Je vais donner la solution dans quelques jours, Inch'Allah. Voilà, merci de votre attention et au revoir.